Oui, dans la quête sans fin de nous, neurobiologistes, et quand on parle en termes de volonté libre, mon sentiment est qu'il n'y a pas beaucoup de libre volonté dans ce monde-là, ni de libre arbitre. Et s'ils y sont, c'est pas dans des endroits très intéressants, et ça se réduit de plus en plus. Mais il y a ce tout nouveau royaume en neurosciences auquel j'ai réfléchi et qui amène de nouveaux éléments, de choses qui se passent sous la surface et qui affectent tous nos comportements. Et cela a à voir avec ce monde très bizarre des parasites qui manipulent nos comportements. Et en fait, c'est pas si surprenant que cela. Le parasite infecte des organismes et tout ce qu'ils ont à faire, c'est parasiter l'organisme pour trouver l'abondance et simplement se multiplier tranquillement. Et dans certains cas, ils peuvent manipuler le comportement de son hôte. Et certains cas sont carrément exceptionnels. Il y a le barnacle qui voyage sur le dos du crabe, par exemple, et lui injecte des hormones œstrogéniques, le crabe étant mâle. Et donc à partir de ce point, le crabe mâle commence à se féminiser. Donc il creuse un trou dans le sable pour mettre des œufs, alors qu'il n'a pas d'œufs. Mais le barnacle en a, bien sûr. Donc voilà un exemple simple de parasitisme. Il y en a un autre où c'est les guêpes qui parasitent la chenille et qui les enrôlent pour défendre le nid des guêpes. Il y a plein d'exemples extraordinaires, hein. Et celui sur lequel mon lab se focalise en ce moment, c'est un exemple du monde des mammifères, et donc les parasites qui changent les comportements des mammifères. Donc ça a à voir donc avec le parasite de la toxoplasmose. Donc toute femme enceinte sait que par défaut il faut pas qu'elle approche les chats quand elle est enceinte, surtout ses excréments, sa litière, en fait tout ce que le chat touche, hein, car cela peut être infecté par la toxoplasmose. Et tu veux pas que la toxoplasmose infecte le système nerveux du fœtus. Sinon, c'est le désastre. Normalement, le cycle de vie de la toxo est un classique et extraordinaire de l'histoire naturelle. Il peut seulement se reproduire sexuellement dans les intestins du chat. Il ressort dans le caca du chat, excréments qui sont mangés par les rats, les souris. Et à partir de ce moment-là, le challenge de la toxo, c'est de résoudre le problème de comment retourner dans l'estomac du chat. Il aurait pu faire ça de plein de façons différentes, d'handicaper la souris, quelque chose comme ça, pour se faire attraper simplement, mais en fait non, la toxoplasmose a développé quelque chose d'extraordinaire, c'est d'altérer le comportement des rongeurs. Là, tu peux prendre un rat de laboratoire qui l'est depuis 5000 générations, et tu mets simplement du pipi de chat dans un coin de la cage, et ils vont s'éloigner carrément de l'autre côté de la cage, le point le plus loin. Une aversion totale à l'odeur du chat et ses phéromones. Mais tu prends un rongeur infecté par la toxoplasmose et il n'est plus du tout effrayé par l'odeur du chat. Et même, ils sont attirés par cette odeur. Le fait complètement extraordinaire que la toxoplasmose sait comment rendre l'urine d'un chat attractive à un rongeur. Donc du coup, le rongeur est attiré, va vérifier, et il a beaucoup plus de chances de se faire choper par un chat. Et ça a été rapporté par un groupe en Angleterre, il y a peut-être 6 ou 7 années. Donc sur cette manipulation par la toxomatose, qui est un phénomène cool. Et pas bien plus que ça, quand on connaissait pas trop son rôle, son affection sur le cerveau. Mais depuis, dans mon labo, on essaye de comprendre comment le cerveau est affecté. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est vraiment vrai. La souris, le rat, le rongeur est vraiment attiré par cette odeur d'urine de chat quand infecté par la toxoplasmose. Donc ok, tu pourrais dire que le rat fait n'importe quoi parce qu'il est infecté. C'est pas vraiment si spécifique que ça par rapport à son comportement. Mais non, ces animaux sont tout à fait normaux. Au départ, leur sens d'olfaction, leur mémoire d'apprentissage, tout est normal. Donc il n'y a pas d'animaux génériques qui devient soudainement fou, quoi. Donc voilà, mais quelque part, la toxoplasmose semble pouvoir détruire la peur et les circuits d'anxiété du cerveau. Mais en fait, c'est pas ça non plus. Car ces rongeurs sont toujours effrayés par les lumières vives, par exemple. Ils ont peur des grands espaces. Et tu peux les conditionner d'être effrayés de choses nouvelles. Donc leur système peur-anxiété marche parfaitement.
mais d'une manière particulière, la toxoplasmose arrive à contourner ce système. Spécifiquement la version de son prédateur. Donc on a commencé à étudier ces trucs-là et j'avais un postdoc extraordinaire, RJVR, qui a rejoint mon labo et qui a mis toute sa carrière en ligne pour faire cela, pour essayer de vraiment trouver ce qui se passe. Donc la première chose à faire, c'est que tu infectes un rat avec de la toxo. Ça prend à peu près 6 semaines pour migrer de l'estomac jusque dans le système nerveux. Et là, tu regardes où elle se trouve dans le cerveau, où elle va former ces kystes dans le cerveau, qui sont des kystes encapsulés dormants. Et ça se retrouve partout dans le cerveau, en fait, donc très décevant. Mais quand tu regardes les différentes concentrations dans les différents endroits, et là, tu découvres que préférentiellement, la toxoplasmose sait comment s'infiltrer dans la partie du cerveau qui est spécifiquement reliée à la peur et l'anxiété. La région du cerveau qu'on appelle l'amygdala ou l'amygdale. Donc c'est là que se passe le conditionnement de la peur. C'est là que les gens deviennent hyperactifs dans un stress post-traumatique. L'amygdale, c'est tous les canaux de l'aversion et de la peur des prédateurs. Toute cette circuiterie et la toxoplasmose sait comment y aller. Ensuite, on s'aperçoit que la toxo peut prendre les dendrites, donc les branches nerveuses avec lesquelles les neurones se connectent, et elle les fait se recroqueviller dans l'amygdale. Cela disconnecte les circuits. Donc on se retrouve avec moins de cellules nerveuses. Donc voilà, on a ce parasite qui déconnecte notre circuiterie. De la partie critique du cerveau, on regarde l'anxiété de la peur. Ok, c'est super intéressant, mais cela nous dit rien. Pourquoi c'est seulement la version prédateur qui est coupée? Car les autres peurs sont toujours là, donc il sait chercher la particularité, la spécificité de nos circuits. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ne fait pas seulement détruire cette peur, cette aversion, ça crée aussi quelque chose d'autre, ça crée une attraction à l'urine de chat. Et c'est là que tout devient bizarre. Donc si on regarde la circuiterie du cerveau, et nous aussi on a des cartes précises de qu'est-ce qui active les neurones au niveau métabolique et comment ils communiquent entre eux. Et donc on connaît ces mécanismes qui sont impliqués dans l'aversion au prédateur. Cela implique des neurones, l'amygdale, l'excitation des neurones, l'hypothalamus, certaines régions du cerveau, c'est très caractéristique et spécifique. On sait comment ça marche, cependant, on connaît aussi les spécificités par rapport à l'attraction sexuelle et comment ça se passe. Et donc une partie de ces circuits passe au travers de l'amygdale, ce qui est intéressant. Ça va aussi dans d'autres endroits du cerveau, ainsi que dans les circuits de la peur. Donc voilà, on prend un rat tout à fait normal, on l'expose à l'urine de chat et il réagit aux phéromones comme on pense qu'il va le faire. Donc ils ont une réponse de stress et cela active ce circuit de peur classique du cerveau. Maintenant tu prends un rat infecté de la toxo, juste au moment où il commence à aimer l'urine de chat. Donc tu les prends, tu l'exposes aux phéromones de chat. Et t'as pas l'expression d'hormones de stress. Et ce qu'on obtient, c'est que les circuits de la peur ne s'activent pas normalement. C'est le circuit de l'excitation sexuelle qui se met en route. Donc en gros, la toxoplasmose sait contrôler le système de récompense sexuelle du cerveau. Donc des rongeurs mâles infectés par la toxo exposée aux phéromones ont des testicules qui grossissent. Quelque part, ce parasite de la toxo sait comment exciter un rongeur avec de l'urine de chat. Et ils vont voir ce que c'est. C'est complètement extraordinaire. Donc d'un autre côté, cela explique tout, ok, ça prend le contrôle de l'excitation sexuelle et de toute cette circuiterie, et c'est bizarre. Mais on ne sait pas encore au niveau de la femelle comment ça marche, et on travaille dessus. Donc la dernière information complètement folle de ce puzzle, et ça a été fait par un groupe de Leeds en Angleterre, de Glenn McConkie, donc des recherches qu'on commence tout juste à intégrer et qui s'occupent de regarder le génome de la toxo. Ouais, ok, c'est un parasite protozoaire, donc les mammifères et la toxo ont un ancêtre commun il y a quelques milliards d'années. Et quand on regarde dans le génome de la toxo, elle a deux versions du gène tyrosine hydroxylase. Et si tu fais de la neurochimie, tu seras choqué et excité de savoir ça, car la tyrosine hydroxylase est critique dans la fabrication de la dopamine, ce fameux neurotransmetteur du cerveau qui est la molécule de la récompense.
et l'anticipation de la récompense. L'euphorie, tout ce genre de mécanisme, le plaisir, l'attraction et son anticipation. Et le génome de la toxo a le gène mammalien pour faire cela, pour la produire. Et il y a une petite queue sur le gène qui cible spécifiquement que quand ce gène est produit donc en enzyme, alors il se trouvera sécrété en dehors de la toxoplasmose pour aller rejoindre d'autres neurones. Donc ce parasite n'a pas besoin d'apprendre à contrôler un neurone pour les faire agir comme s'ils étaient excités au niveau du plaisir. En fait, il prend carrément le contrôle de la chimie du cerveau tout seul. Donc voilà la spécificité. Donc on va aller regarder les parasites qui sont reliés à la toxo, s'ils ont le même genre de truc. Et non. Donc on regarde le génome de la toxo, on regarde les gènes, s'il y a d'autres messagers du cerveau, comme la sérotonine, l'acétylcholine, l'épinéphrine, donc l'adrénaline. On a fait tous les gènes et on n'a rien vu. La toxo ne les a pas, elle a simplement ce gène spécifique, tyrosine hydroxylase, qui lui permet de se brancher sur le monde entier mammifère de la récompense chez le mammifère. Donc jusque là c'est ce qu'on sait, c'est cool. Et bien sûr, là on se demande, mais qu'en est-il des autres espèces? Qu'est-ce que la toxo pourrait faire à l'humain? Et on a trouvé des choses intéressantes. Et c'est similaire à ce qui se passe chez les rongeurs. Donc le dogme clinique, c'est que tu prends l'infection. Si tu es enceinte, ça prend au niveau nerveux. Et donc c'est un désastre. Autrement, tu as une infection de toxoplasmose, il y a différentes phases. Mais le dogme dit qu'ensuite ça va dans une phase dormante. Et c'est là que les kystes se forment dans le cerveau. Et c'est le stade chez le rat où tout n'est plus du tout chiant. C'est là que les choses sont intéressantes. C'est là que ces comportements bizarres apparaissent chez le rat. Et ce qui est intéressant, c'est exactement là que la toxo produit la tyrosine hydroxylase. Donc on en revient à l'humain et le stade où c'est supposé être asymptomatique. Et maintenant on commence à avoir des publications qui démontrent sur des tests neuropsychologiques chez l'homme qui sont infectés par la toxo, qui se retrouvent dans des états impulsifs, les femmes un peu moins, mais il y a certainement des parallèles qui se font avec la testostérone, de ce qu'on voit des différents aspects de cela. Mais le truc complètement hallucinant, c'est que dans deux groupes différents d'études qui ont été rapportées, c'est que les gens qui sont infectés par la toxo ont 3-4 fois plus de chances d'être tués dans un accident de voiture, et cela impliquant une conduite dangereuse. En d'autres mots, tu prends un rat infecté de la toxo et il se met à faire des trucs débiles qu'il ne devrait pas faire en temps normal, prendre des risques pour rien, comme aller sentir l'urine de chat qui est leur prédateur. Et peut-être tu prends un humain infecté de la toxo et il se met à avoir des comportements débiles et dangereux pour lui-même et prendre des risques, faire des activités comme balancer son corps pour le soumettre à des forces G inconnues ou faire ce genre de trucs dangereux. Donc peut-être qu'il y a la même neurobiologie derrière tout cela. Cela ne veut pas dire que la toxo a évolué avec l'humain pour le contrôler, en corrélation avec sa croissance dans l'estomac du chat. C'est une question de convergence normale en biologie et les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans la neurobiologie en général pour tout. Donc à un certain niveau, c'est un parasite protozoaire qui en sait plus sur la neurobiologie de la peur et de l'anxiété que 25 000 neuroscientistes réunis. Et finalement, c'est pas rare de voir cette pattern, ce schéma dans la nature. Quand on regarde la rage, le virus de la rage, ce virus en connaît plus sur l'agression que tout neuroscientifique. Il sait comment rendre quelqu'un en colère, mordre quelqu'un d'autre et créer d'autres particules dans la salive pour les transmettre. Donc voilà, c'est connu. Après, la toxoplasmose, c'est vrai que c'est une chose assez nouvelle et super cool pour étudier en termes de problèmes spécifiques aussi. Peut-être que c'est en relation à des traitements pour la phobie derrière, pour que je puisse en faire autre chose de quelque chose super cool que j'ai découvert et qui paraissait impossible. Mais ce n'est que le dessus de l'iceberg. J'imagine même pas dans le monde du parasitisme ce qui peut se passer. Et on n'imagine même pas quel autre royaume est possible, quelle autre chose dans la biologie qui prouverait que finalement notre comportement n'est pas du tout autonome, alors qu'on croit qu'on a un libre arbitre. Ok, donc sur les humains avec des infections comme la toxo, et grosse prévalence dans ces parties du monde, forcément il y a plus de cas dans les tropiques, plus de 50% des gens sont infectés, des taux plus bas pour les zones tempérées, et ça je sais pas pourquoi.
Je veux pas spéculer pour l'instant, mais la France a un taux énorme de toxoplasmose. Entre parenthèses, je crois que c'est 80% d'ailleurs. Dans les autres parties du monde, ça se fait principalement marcher pieds nus, donc par terre, hein, là où les chats ont peut-être des excréments. La nourriture pas lavée correctement, ça se retrouve sur les mains, c'est absorbé par les mains. Donc toutes les raisons classiques, hein, qu'on chope des trucs. Oui, il y a quelques années, donc j'ai discuté avec des docteurs spécialistes de la toxo dans un hôpital et ils font tous les tests. Et ils ne connaissaient pas ces histoires de comportement. Je leur expliquais. Et on se disait, ouais, c'est incroyable, pas attendu, c'est cool. Et tout d'un coup, il y en a un des deux qui s'est allumé en disant, waouh, je me rappelle de mes 40 ans de médecine. Je me rappelle quand j'étais encore apprenti, j'étais en chirurgie. Et il y avait cet ancien chirurgien qui disait toujours, donc on faisait des transplantations d'organes, donc il racontait, si vous récupérez des organes d'accident de moto, il faut impérativement vérifier la toxoplasmose. Car il disait, je sais pas pourquoi, mais on trouve beaucoup de cas de toxoplasmose dans les accidents de moto. Donc tout d'un coup, il s'est rappelé de ces faits-là, que les gens qui meurent d'accidents de moto semblent avoir de hauts taux d'infection toxoplasmose. Bizarre, non? Donc voilà quelque chose de terrifiant, mais de quelque part pas surprenant. Ceux qui savent quelque chose sur la toxoplasmose et le comportement, c'est les militaires US. Ils sont très intéressés par la toxo. Ils sont officiellement intrigués. Je pense qu'ils doivent être intéressés, hein, par un parasite qui dicte à un mammifère ou à un humain de faire quelque chose qu'en temps normal tout son corps, son cerveau lui dirait de ne pas faire. Quelque chose de dangereux, stupide, ridicule, le signal ne le fait pas, et puis finalement, hop, un petit coup de parasite et tout disparaît. Finalement, c'est pas si mal que ça de faire cela. Donc qui sait, hein, mais ils sont intéressés par la toxo. Il y a un nouveau champ émergent aussi, des recherches qui sont sorties, toujours en Angleterre. Nous aussi, on a publié quelques trucs et on essaye de publier encore plus. Il y a deux groupes qui ont collaboré ensemble. Un groupe, c'est Joan Webster, qui était à Oxford. À l'époque, elle avait exposé ce genre de phénomène. Je crois que maintenant, elle est au Collège de Londres, à l'université là-bas. Et donc, l'autre groupe, c'est celui de Glenn McConkie, de l'université de Leeds, toujours en Angleterre. Ils sont à fond dessus. Elle, c'est plus une behavioriste, une comportementaliste. Lui, c'est plus biochimie enzyme. Et nous, on fait la neurobiologie. McConkie est déjà venu dans mon lab, on a parlé. Donc, on va voir ce qu'on peut trouver. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela peut expliquer quelques comportements mal adaptés, tragiques chez les rongeurs et autres, ou peut-être que c'est simplement parce que cela découle de la biologie elle-même et qu'on apprend de la peur, des phobies de l'humain. Une chose intéressante que je vais ajouter sur la toxo, c'est qu'il y a une pile de littérature et de sciences complètement solides derrière qui montre un lien statistique entre l'infection toxo et la schizophrénie. C'est pas un gros lien, mais c'est un lien solide, c'est là, c'est certain. Les schizophréniques ont un taux d'infection de la toxoplasmose plus haut. C'est pas le cas, par exemple, pour d'autres infections de parasites. Donc ça relie la schizophrénie, la mère et le fœtus pendant la grossesse. Il y a plein de publications sur cela, donc comment on relie les choses. Il y a deux choses intéressantes. On revient à la dopamine, la tyrosine hydroxylase, ce gène de mammifère finalement qu'elle a inséré et qui lui permet de produire de la dopamine. Les taux de dopamine sont trop hauts dans la schizophrénie. Donc ça, c'est la première suggestion au niveau de la neurochimie. Là, tu prends des rats infectés par la toxo, et leur cerveau a des taux élevés de dopamine. Et finalement, ça vient du groupe de Webster. Tu prends un rat infecté au stade où il trouve l'urine de chat excitante et tu lui donnes des drogues qui bloquent la dopamine. Enfin, les récepteurs, en tout cas, c'est les mêmes drogues qu'on donne aux schizophrènes. Et donc le rat arrête d'être attiré par l'urine. Donc tu vois que la connexion à la schizophrénie y est, hein, c'est sûr et certain. Un autre truc, toujours par rapport à la toxo et l'angle avec la schizophrénie, c'est l'image classique qu'on a de la vieille femme folle ou la femme folle avec son chat, même la sorcière. Tu retrouves des histoires comme ça dans les médias,
la femme avec ses 43 chats. Donc ouais, là tu peux te dire qu'il se passe des choses en relation avec la toxoplasmose. Mais bon, après voilà, hein, ça peut être plein de choses d'autres, il y a plein de questions à se poser. Alors l'été dernier, j'étais de sortie avec mes babouins, donc au Kenya. On a un site là-bas de recherche. Bon, on a dû se battre un peu sur le plan politique pendant 2 ans, c'était pas facile. Mais bon, au niveau de nos recherches sur les babouins, un des endroits où on commence à avoir des résultats, des indices, c'est un nouveau sujet très, très fashion d'ailleurs, le stress et la maladie. Moi, ce que j'étudie chez le babouin, c'est les différences dans le stress entre individus. Donc si tu es un babouin sauvage, c'est quoi ton rang social, ta personnalité, tes schémas sociaux, et donc au niveau du comportement, qu'est-ce que ça a à voir avec ta tension, tes taux de cholestérol, et donc qui va être le plus sensible au stress qui va entraîner une maladie, quoi. Donc ce champ de recherche est très intéressant depuis les 6-7 dernières années. On commence à avoir des trucs émerger quand on regarde la biologie en relation. Avant, personne n'aurait pensé les effets du stress par rapport à cela, à leur importance en tout cas, jusqu'à temps que ce scientifique du centre médical du CSF, Alicia Apple, pense qu'il y ait une connexion. Donc voilà, si on part sur les chromosomes, une longue chaîne d'ADN qui code pour tes gènes, et le bout des chromosomes sont appelés les télomères. C'est comme un lacet, et au bout du lacet, c'est enroulé par un petit plastique, quoi. Et ce petit bout de plastique empêche que ton lacet il se barre en couille. Donc ce qu'on sait, c'est qu'à chaque cycle de division cellulaire, les télomères se raccourcissent, et ça a à voir avec la vieillesse. Et quand ils sont trop courts, les cellules arrêtent de se diviser. On a la sénescence. Et pour beaucoup de personnes, bon, c'est un peu controversial, hein, mais beaucoup pensent que le raccourcissement de ces télomères, avec le temps, c'est la chose la plus proche et la plus flagrante qu'on a sur le calendrier de vie humaine. Donc cette étude se focalisait sur le stress, si cela pouvait accélérer le raccourcissement des télomères, et donc accélérer le vieillissement des chromosomes. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On prend des rats de laboratoire et on teste, ou des mouches, hein. On fait des expériences et 20 ans plus tard on se dit peut-être que c'est en relation aussi, ça marche pour l'humain. Et c'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc un truc de dingue, quoi. Et ce qui est plus fou encore, c'est que la première étude a été faite sur les humains, sur des sujets classiques, enfants en stress psychosocial classique, sur la classique mère assez jeune qui a eu un ou des enfants avec une maladie chronique horrible, quoi. Donc la mère était la principale gardien occupant de cet enfant, et cela a des effets dévastateurs au niveau du stress sur la mère. Leur vie est un enfer, quoi. Donc ils sont allés étudier ces femmes, ils ont regardé leur taux de globules blancs, des lymphocytes, et aussi leur télomère, et ils étaient prématurément raccourcis. Et ils ont calculé en gros, hein, pour que chaque année passée sur un enfant comme ça, très malade, correspondait à environ 7 ans de raccourcissement. Donc c'est très important, hein, et c'est encore plus flagrant quand on comprend que le circuit de prédilection pour cela sont des niveaux d'hormones de stress très élevés, jusqu'au niveau des télomères des chromosomes et du raccourcissement. Donc ça c'est du stress psychosocial, c'est te coucher chaque nuit en te demandant combien de temps ton enfant va encore vivre. Et cela fait vieillir tes chromosomes à vue d'œil, et ça c'est une découverte dramatique, hein. Donc cela a entraîné beaucoup de recherches derrière, forcément. Donc ils ont trouvé cela avec la dépression clinique, hein, sur le long terme, tu vieillis plus vite, des télomères de tes globules blancs. Nous on a fait des recherches sur ça. Donc moi ce qui m'intéresse avec les recherches sur les babouins, c'est que si tu es en bas de la pyramide, il y a plus de chances que tu baignes dans des hormones de stress, et que cela entraîne des maladies de stress, et tes chromosomes vieillissent plus vite. Donc voilà, nous on se focalise sur ça au niveau de nos recherches aussi, donc on espère avoir d'autres réponses dans un futur proche.